Bonsoir à tous, excusez-nous pour ce petit retard, mais nous sommes nombreux à utiliser Internet et donc la mise en place a été un petit peu difficile. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin tous de vous et surtout que vous restez bien chez vous en respectant les règles données par la Société française de rhumatologie et surtout n'arrêtez pas vos traitements. Ce soir, c'est Muriel Bachik-Poulot qui va nous présenter les spondylarthrites et la santé sexuelle. Merci Muriel pour cet exposé. Vous pourrez poser des questions via le chat que nous poserons à Muriel en fin de conférence. Merci. Bonjour, bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà à l'AFS pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être présente parmi vous. Je ne peux pas m'empêcher de commencer cette webconférence en saluant mes amis et mes confrères et consoeurs de travail, infirmières et médecins, qui sont eux sur le terrain avec la situation actuelle en train de faire front. Voilà, donc une pensée pour eux. Je dois vous avouer que j'ai eu une petite hésitation dans la semaine en me demandant si c'était bien de maintenir le sujet ou est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un intérêt à parler des conséquences de la situation actuelle, du confinement sur la vie amoureuse et la vie sexuelle des gens. Je pense qu'il y aurait soit peu à dire ou justement du coup beaucoup à dire, ça dépend comment chacun le vit. Maintenant, j'ai vu que j'avais des confrères. Alors si on peut passer à la diapositive suivante, comme ça vous aurez les informations en direct. Voilà, j'ai des confrères, oups, on va y revenir, parfait, merci. Donc j'ai des confrères et consoeurs qui, à la chaire UNESCO en santé, droit et santé sexuelle, qui se sont occupés justement d'aborder ce thème-là et qui vous proposent, vous le voyez, tous les matins, du mardi au samedi, de 11h à midi, des webconférences sur ce sujet justement du confinement et de l'impact sur la vie amoureuse et sexuelle. Donc je leur laisse le sujet et ça me permet moi de rester sur l'engagement initial qui était de vous parler des spondylarthrites et de la santé sexuelle. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans l'idée des spondylarthrites et de la santé sexuelle, je ne sais pas si vous remarquez, mais je vous parle bien de santé sexuelle et pas forcément de sexe ou de vie sexuelle. Peut-être que ça en décevra certains, mais il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. Dans le concept de santé sexuelle, d'abord on parle de sexualité de façon sérieuse. On peut y mettre de l'humour, bien entendu, c'est pas un souci, mais voilà, on n'est pas là pour blaguer autour du sexe, il ne s'agit pas de ça. Et dans la notion de santé sexuelle, c'est un concept qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas uniquement non plus que les difficultés sexuelles en termes de difficultés mécaniques. Ça va bien au-delà de ça. On parle de la santé sexuelle comme faisant partie intégrante de la santé, du bien-être, de la qualité de vie dans son ensemble. C'est vraiment un état qui intègre plusieurs éléments, le bien-être physique, émotionnel, mental, social, en relation avec soi, mais aussi en relation avec l'autre. Et donc, pas simplement l'absence de maladie, de dysfonctionnement mécanique ou même d'infirmité. Donc, on est vraiment dans ce principe d'être bien et pas juste de fonctionner mécaniquement correctement. Diapositive suivante. Alors, un chiffre quand même important, c'est déjà pas simple pour la plupart des gens de maintenir une vie sexuelle toujours très épanouie, sauf qu'on a 2 à 6 fois plus de difficultés sexuelles chez les patients atteints de maladies chroniques que dans la population en général, même sexe, même tranche d'âge. Donc c'est quand même un chiffre important parce qu'on se dit que déjà, comme je vous ai tout à l'heure, c'est pas toujours très simple de maintenir sa sexualité à flot et d'en être toujours satisfait. Mais alors, en plus, quand on doit la faire cohabiter avec une
une maladie chronique, quelle que soit d'ailleurs la maladie chronique, ça vient encore plus rajouter de difficultés. Diapo suivante. C'est malheureusement encore aujourd'hui un problème fréquent qui est trop souvent passé sous silence. On est beaucoup plus prompte à blaguer sur la sexualité, à raconter des histoires de sexe, à se vanter de nos prouesses. Et quand il s'agit vraiment d'en parler plus sérieusement, ou en tout cas de rentrer dans cette intimité qui peut parfois être difficile, là, la communication devient beaucoup plus compliquée. Suivante. Alors, moi je fais ce constat-là, on a d'un côté, le praticien qui n'est pas formé à communiquer en santé sexuelle, qui n'a pas reçu particulièrement de formation dans le cadre de ses études. D'ailleurs, souvent, ils nous disent, moi quand je fais beaucoup de formations auprès des équipes soignantes, les médecins nous disent qu'ils ont vraiment cette difficulté dans le sens où ils manquent de temps, qu'ils voient beaucoup trop de patients et que pour eux, aborder la question de l'état de santé sexuelle, c'est prendre un temps supplémentaire. Donc pour eux, c'est déjà compliqué. En plus, ce qui m'est régulièrement rapporté par les équipes soignantes, c'est la peur d'être intrusif, c'est-à-dire de poser une question concernant l'état de santé sexuelle à son patient et que le patient le vive de façon vraiment très intrusive dans sa propre intimité. Et puis, il faut être honnête, très souvent, il est lui-même tout simplement gêné par le sujet. Et souvent, ce qu'ils me disent, c'est « mais si je pose la question et qu'il me répond, moi, qu'est-ce que je vais lui dire derrière ?» Parce qu'encore une fois, il y a cette méconnaissance. Quelles sont les questions que je vais lui poser, vers qui je vais le réorienter. Voilà, on sent que c'est vraiment compliqué. Et puis, de l'autre côté, il y a le patient aussi qui est mal à l'aise avec le sujet. En plus, il est en difficulté sexuelle, donc il a honte. Il n'est pas certain que ce soit même du ressort du praticien. À qui est-ce qu'il doit en parler? À son médecin traitant, au rhumatologue. Pour d'autres maladies chroniques, ça peut être au cardio, au gynéco. Enfin, est-ce que c'est vraiment de leur ressort? En parler au sexologue, oui aussi. Maintenant, est-ce qu'il va comprendre la problématique médicale dans laquelle il est? Donc voilà, il y a toutes ces interrogations, ce qui fait que bien souvent, chacun reste de son côté et cet échange ne se fait pas. Diapo suivante. On a des chiffres qui sont assez éloquents, qui vont dans le sens de ce que je viens de vous expliquer. Si on passe à la diapo suivante, on va commencer à les voir. Merci. Donc, du côté des soignants, on a, alors il y a de plus en plus d'études qui commencent à s'élaborer dans ce sens-là. Sur les quelques études qu'on a réussi à regrouper, on en a une qui nous informe qu'il y a 80% des infirmières qui reconnaissent ne pas prendre le temps de discuter des préoccupations sexuelles des patients. Là aussi, certainement par manque de temps et par méconnaissance et par peur d'être intrusif. On a une autre étude qui nous montre que parmi les médecins n'osant pas aborder le problème de la sexualité, 42% ne le font pas par crainte d'être intrusif, et puis 21, là aussi, encore une fois, par manque de connaissances. Diapo suivante. Par contre, ce que je dois reconnaître, et que ça c'est un pas en avant qui est vraiment chouette, c'est qu'on a vraiment un intérêt croissant on a vraiment un intérêt croissant de la part des équipes soignantes pour venir acquérir ces connaissances-là en matière de santé sexuelle. Et moi, je me rends compte depuis plusieurs années maintenant, justement, puisque je suis régulièrement sollicitée pour faire cette formation auprès des équipes médicales. Et puis, c'est des sujets qui sont de plus en plus abordés également en congrès de rhumatologie, de gynécologie, de psychiatrie.
Il y a des structures maintenant qui proposent des formations aussi en santé sexuelle ouvertes et disponibles pour les différentes spécialités médicales. Et puis on a les associations, la FS en fait partie, qui effectivement met à disposition ces informations-là. Donc on sent que voilà, autant du côté des équipes médicales, du côté des associations, il y a une réelle préoccupation et ça bouge. Diapo suivante. Côté patient, quelques chiffres également qui sont intéressants. Il y avait une question qui avait été posée par une équipe du RO. Souhaiteriez-vous que ce soit votre médecin qui en parle? Donc, on voit que la réponse est positive dans 66% des cas et non dans 37% des cas. Pensez-vous que vous pourriez en parler à votre médecin? La réponse est oui à 78 et non à 21%. Diapo suivante. On a ici une autre étude qui nous montre, et ça c'est fait par une équipe de Montpellier où j'exerce, donc qui nous montre qu'on a 93% des patients qui se montraient très satisfaits que la question leur soit posée sur leur état de santé sexuelle. Et moi, dans le cadre de mes consultations de sexologie, j'ai également pour habitude de systématiquement demander par qui le patient est référé. Et je me rends compte au fil des années que de plus en plus de patients sont référés par le médecin traitant, par le gynécologue, le psychiatre, et donc l'urologue, le cardio. Donc, on voit qu'il y a des choses qui bougent vraiment à ce niveau-là. Alors, parfois parce que c'est on va dire parfois ou le plus souvent parce que c'est le patient qui a osé en parler, et puis de plus en plus parce que c'est le praticien qui a osé poser la question. Mais voilà, il y a une dynamique qui se met en place, c'est en train de bouger, mais il y a encore beaucoup à faire sur le sujet. Diapositive suivante. Alors, on a justement dans ce sens, même le ministère de la Santé, qui signe également et qui a publié un plan de stratégie nationale en santé sexuelle qui va donc de 2010 à 2030, dans lequel il est recommandé de prendre en compte la sexualité des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes et des personnes ayant une maladie chronique, parce que justement, on a 2 à 6 fois plus de risque de se confronter à une difficulté sexuelle. Donc voilà, quand même les indications sont données d'en haut, voilà, ça confirme une fois encore que ça bouge. Diapo suivante. On a là la partie, je vous ai mis la copie de mieux prendre en compte, toujours par le ministère de la Santé. Donc, il s'agit de mieux prendre en compte les questions de vie relationnelle et sexuelle dans les consultations des patients atteints de maladies chroniques et dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient. On en reparlera également un petit peu plus tard là, dans la conférence parce que c'est aussi un lieu qui est très propice pour ce type d'échange. Diapo suivante. Voilà, alors je pense qu'on peut le dire de cette façon, c'est un droit des patients à recevoir de l'information en matière de sexualité et c'est un devoir des soignants à pouvoir informer les patients sur ce sujet-là. Diapo suivante. Ça correspond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, avec la preuve des actions qui sont menées sur le terrain. Et il y a également la participation des laboratoires pharmaceutiques qui est importante et qui nous permet à nous beaucoup de pouvoir agir justement dans les congrès, dans les formations. Et puis nos interventions en éducation thérapeutique. Diapo suivante. Alors, quels sont les impacts de la spondyloarthrite ou des spondyloarthrites sur la santé sexuelle? Regardons de plus près. Diapo suivante. Alors, il y a plusieurs causes qui vont potentiellement s'entremêler. Et d'ailleurs, le travail à faire pour nous en tant que sexologue, mais même pour les membres des équipes soignantes, peut s'avérer difficile pour arriver à faire le tri entre les causes organiques et les causes psychologiques qui sont susceptibles de venir générer des difficultés d'ordre sexuel. Alors, on a dans un premier temps ce qu'on appelle, nous,
les causes primaires, c'est-à-dire les causes directes, celles qui vont vraiment venir impacter directement sur la santé, sur la fonction sexuelle. On a certains traitements médicamenteux qui vont venir potentiellement perturber les réactions sexuelles. Et là aussi, c'est au cas par cas parce que ce n'est pas systématique. On a certains anti-inflammatoires qui peuvent perturber l'érection, par exemple, chez l'homme. La lubrification chez la femme induire une sécheresse et donc des douleurs. On a certains antidépresseurs quand la personne est en difficulté morale qui peuvent venir aussi perturber, inhiber le désir, retarder l'accès à l'orgasme, induire des problèmes d'érection. Et puis on a la maladie aussi en elle-même avec tous les autres maladies qui peuvent s'y associer et qui sont potentiellement, je pense au syndrome de Gros par exemple, qui peut induire le syndrome sec, hein, qui peut induire une sécheresse vaginale et donc des douleurs importantes lors des rapports. Voilà, donc ça c'est des choses à prendre en compte. Et puis on a ce qu'on appelle les causes indirectes. Donc, on va dire plutôt les impacts de la maladie sur votre quotidien. Alors, la douleur, la fatigue, ce sentiment d'avoir un corps qui est très lourd, cette perte de mobilité, qui vont bien entendu, et on le comprend assez facilement, je crois, influencer négativement la sexualité. Et puis, on a des conséquences tertiaires qui sont là aussi indirectes, c'est-à-dire la maladie qui va influencer toute la dimension psychosociale. Donc, la perte d'emploi qui va agir sur le moral et on est confiné à la maison et donc à ce moment-là, on n'a pas forcément la joie de vivre et c'est pas tellement un inducteur de désir. La perte, même la diminution de certaines activités sportives, culturelles, sociales, l'éloignement social qui peuvent vraiment nous mettre à mal et donc voilà, modifier nos réactions sexuelles. Diapo suivante. Alors, on a des retentissements psychologiques qui sont évidents et qui vont directement ou indirectement perturber la sexualité. Donc, le sentiment de honte. Alors, ça peut être la honte d'être malade, ça peut aussi être la honte d'être dans une difficulté sexuelle, la peur du rejet, que ce soit là aussi à cause de la maladie, mais également si on est en difficulté sexuelle d'être rejeté parce qu'on n'arrive plus, comme on dit, à assurer. La peur de provoquer du dégoût, le sentiment de culpabilité, c'est un sentiment qui revient très fréquemment. Hein, je me sens coupable d'être malade, de ne pas être disponible, de ne pas pouvoir faire les choses comme avant, coupable envers les membres de la famille, le partenaire, et puis du coup aussi coupable de ne pas être dans le désir, éventuellement, de ne pas pouvoir offrir à l'autre une sexualité épanouie. Bien souvent avec une perte d'estime de soi, une altération aussi de l'image corporelle, hein, ce corps qui bouge plus comme avant, qui fait mal et qu'on ne... Très souvent, ce qui revient dans les témoignages, c'est je me sens encore, enfin, je me sens vieux avant l'âge et ça me renvoie de moi à ce moment-là une image de non-désirabilité, des mécanismes de repli, de dépression et bien entendu d'évitement de toute intimité sexuelle, mais aussi affective. Beaucoup de patients me racontent qu'ils vont éviter d'aller se coucher ensemble, traîner devant la télé, traîner devant l'ordinateur, de façon à éviter tout rapport sexuel. Ils vont être moins câlins, moins de bisous, moins de gestes tendres, toujours dans la crainte d'activer un désir chez l'autre auquel ils ne seraient pas eux-mêmes en mesure de répondre. Diapo suivante. Alors, pour ce qui est des symptômes sexuels les plus fréquemment rapportés, qui sont directement en lien avec les spondyloarthrites, je vous les ai notés en rouge. On a d'abord la perte de désir. C'est vraiment ce qui nous est le plus fréquemment rapporté, que ce soit par les dames ou par les messieurs. On a également, de ce fait, une diminution importante de la fréquence des rapports sexuels,
avec aussi un évitement ou un refus de certaines caresses ou de certaines positions parce qu'elles sont inductrices de douleur ou d'inconfort. Et puis on comprend que quand on n'a pas envie de faire l'amour, ben, l'excitation peut avoir du mal à monter, peut induire des troubles érectiles et donc des troubles éjaculatoires avec une difficulté à accéder à l'orgasme ou au contraire, sous l'effet du stress, la peur de perdre l'érection, ça va éventuellement provoquer une éjaculation rapide. Difficulté à accéder à l'orgasme également pour la femme et avec bien souvent une sécheresse vaginale et par conséquent ce qu'on appelle des dyspareunies vaginales, des douleurs à la pénétration, voire même parfois un vaginisme, c'est-à-dire une incapacité à être pénétré parce que ça fait trop mal et qu'à ce moment-là, on se ferme complètement. Diapo suivante. Tout cela peut bien entendu engendrer des problèmes relationnels, rien de bien surprenant, beaucoup de non-dits au sein du couple, des tensions qui vont en couler. Parfois les gens s'engueulent en disant on ne comprend pas, on s'engueule pour des bêtises, alors que dans le fond c'est la problématique sexuelle qui est sous-jacente, mais comme ils n'échangent pas dessus, voilà, ils vont s'engueuler pour tout un tas de bêtises du quotidien. Il y a des incompréhensions mutuelles. C'est toujours l'inconvénient quand on ne se parle pas. Ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Donc, on peut supposer que l'autre ne nous aime plus ou ne nous désire plus parce qu'on n'est plus désirable ou parce qu'il a une relation extra-conjugale, alors que bien souvent, il ne s'agit pas de ça. C'est j'ai pas envie parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai mal. Et ça remet absolument pas en question l'amour que je peux te porter ou le fait que je puisse te trouver encore très désirable. Des risques d'éloignement et aussi des risques de rupture. Avec, alors ça peut surprendre certains, un constat d'augmentation des abandons de traitement. Alors, je vais m'expliquer. Il y a une étude qui a été démontrée, c'est mon collègue Gérard Rib qui en parlait, qui est également sexologue, qu'un patient qui est dans une maladie chronique, qui souffre de difficultés érectiles par exemple, et difficultés qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas abordées, peut être amené à supposer que c'est à cause du traitement. Et donc de lui-même va décider d'abandonner son traitement médicamenteux, alors qu'éventuellement ça n'avait strictement rien à voir. Alors que si ça avait été abordé, on aurait pu faire le tri, voir si son médicament pouvait être en cause, et puis surtout lui proposer d'autres solutions ou une aide médicamenteuse à l'érection qui lui aurait permis par ailleurs de maintenir ses traitements en place. Voilà. Diapositive suivante. Avec là, bien entendu, un exemple de cercle vicieux qui est assez courant. C'est-à-dire que je suis fatiguée, j'ai mal, donc je me sens pas bien moralement et du coup, ben, j'ai des difficultés sexuelles et donc ben, je suis encore moins bien dans ma tête et encore moins bien dans mon corps et donc voilà, et il y a tout ça qui tourne en boucle. Plus j'ai une difficulté sexuelle, moins je me sens bien, moins je me sens bien, plus j'ai une difficulté sexuelle et c'est important de pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Diapo suivante. Alors, une fois que tout ça est posé, impact de la maladie sur la santé sexuelle, la question se pose de comment préserver au mieux sa sexualité malgré la maladie, quelle que soit d'ailleurs la maladie. Diapo suivante. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que dans un premier temps, on peut accepter que la sexualité soit mise de côté, mise en veille. Ça peut vous paraître surprenant, mais je pense qu'on a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit de ne pas avoir de sexualité pendant un moment, parce qu'il y a d'autres choses qui priment. Je fais le constat un peu avec la situation actuelle de confinement et d'angoisse de la maladie, d'angoisse de la mort. On verra s'il y a des études qui ont été faites, mais je ne sais pas si beaucoup de gens ont envie de faire l'amour dans ce genre de conditions.
peut-être oui, pour contrer justement les angoisses, alors que pour d'autres, c'est tout le contraire. Ils ne sont pas dans cette disponibilité, ils ne sont pas dans cette joie de vivre, et donc il y a, la sexualité est mise de côté. Donc quand on est en période de mal-être, quand on est en période de crise inflammatoire, là, dans une maladie chronique, on a le droit de ne pas avoir envie et on ne doit pas se forcer à avoir une sexualité, on a le droit de dire non, poser ses limites. Et puis quand ça va à nouveau mieux, eh ben, il faut en profiter. Et puis ça signifie de ce fait qu'il faut d'abord accepter sa maladie, accepter les changements qui sont liés à cette maladie et regarder comment on va pouvoir apprendre à faire cohabiter cette maladie chronique, silencieuse, parfois à nouveau en crise, et notre vie sexuelle. Il y a pour beaucoup de gens la nécessité de faire le deuil de la sexualité d'avant la maladie. Elle a été et elle va être encore, mais éventuellement elle va être différemment. Et pour l'aider, cette sexualité, à continuer à fonctionner, à exister, il faut voilà, faire ce deuil, reprendre la main en accompagnant cette nouvelle réalité sans la nier. Et beaucoup de patients nous disent qu'il a fallu passer par cette étape-là pour être en mesure de retrouver la voie du plaisir. Diapo suivante. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Ça peut paraître d'une évidence absolue, mais le nombre de personnes en consultation qui me disent j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je travaille, je dois m'occuper de mon foyer, des enfants. Moi, voilà, je me passe au dernier plan et je voudrais quand même avoir une sexualité qui fonctionne. Bah oui, sauf qu'il n'y a pas de disponibilité d'esprit à ce moment-là pour la sexualité si on n'a jamais un temps pour soi. Donc, s'autoriser à prendre du temps pour soi, du temps où on se relâche, on se détend, où on se libère l'esprit, où la charge mentale, la fameuse charge mentale diminue. S'autoriser à avoir des activités agréables qui nous libèrent l'esprit. S'autoriser aussi à rester ou à se rendre à nouveau désirable en allant chez l'esthéticienne, le coiffeur, en allant faire du shopping. Ce sont voilà, tout un tas de petits éléments qui peuvent nous permettre voilà, de s'autoriser à s'arrêter un peu et de s'occuper de soi. Diapo suivante. Alors, trouver le bon moment, c'est parfois difficile entre, encore une fois, ce quotidien, la famille, la disponibilité de l'un et de l'autre. Je pense qu'il est important d'écouter ce qui est possible pour soi. Probablement que le matin, c'est peut-être plus difficile, qu'il faut prendre le temps de se déverrouiller. C'est pas forcément là où on est le plus disponible pour la sexualité. Pour d'autres, ce sera le soir où ils seront moins disponibles parce qu'ils sont fatigués. Alors, il faut peut-être s'autoriser aussi à sortir des habitudes. J'avais vu une étude passer où, a priori, la plupart des gens faisaient l'amour entre 6h et 7h30 le matin et entre 22h et 23h30 le soir. Ce qui peut se comprendre puisque le reste de la journée, on est actif au travail ou en famille. Mais parfois, s'autoriser comme ça des petites parenthèses où on sort ce type d'habitude et regarder là où on est plus à même, le plus en forme pour pouvoir partager un moment d'intimité sexuelle. Il ne faut pas non plus se gêner pour anticiper ou programmer. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, les messieurs ont moins de difficultés, mais beaucoup de femmes qui me disent ah ben non, si c'est programmé, c'est pas agréable. Alors que les messieurs, au contraire, en disant bah, si c'est programmé, ça me permet de voilà, je sais que ce soir on va faire un câlin, c'est bien, donc j'y pense, et ça m'induit le désir comme ça dans la journée. Je pense que dans cette idée de la programmation, c'est aussi se mettre en disponibilité. On peut programmer un bon repas avec des amis un samedi soir et le fait que ça ait été programmé ne nous empêche pas d'apprécier ce moment-là. C'est une façon de s'assurer effectivement une disponibilité à soi et à l'autre. Ensuite, communiquer. Communiquer
pendant la relation sexuelle, ou avant, ou après. Communiquer sur vos attentes, vous avez envie de quoi? Comment? Ce que vous ressentez, ce qui vous est agréable, ce que vous avez envie de vivre sur le moment. Est-ce que voilà, vous avez envie juste de partager des caresses et pas forcément d'aller jusqu'à la pénétration? Est-ce que vous avez envie de caresses sensuelles ou sur certaines parties de votre corps et pas sur d'autres parce que vous vous sentez, voilà, il y a des douleurs ou il y a un inconfort. Donc de pouvoir l'exprimer à l'autre, vous autorisez aussi à communiquer sur vos limites, ce que vous n'avez pas envie de vivre à ce moment-là, à cet instant-là. Et surtout, j'ai envie de dire, là je m'adresse encore plus aux dames, arrêtez d'attendre le prince charmant qui, sous prétexte qu'il vous aime, doit vous deviner. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment pouvoir se parler, simplement se guider et s'exprimer dans ce qu'on ressent. Diapo suivante. L'idée de privilégier aussi des positions sexuelles plus adaptées. Vous pouvez sortir un peu des habitudes et explorer, tester, même en rire parfois, pour essayer de trouver des positions qui sont vraiment plus adaptées à vos capacités du moment. Diapo suivante. Voilà, donc à chacun de trouver sa partition érotique, si je puis dire. Diapo suivante. Sollicitez votre imaginaire érotique. L'imaginaire érotique, c'est la capacité à se projeter en pensée, dans des images, dans des scénarios, dans des situations sexuelles qui sont agréables, qui sont excitantes. Cette capacité à l'imaginaire érotique, on l'a pratiquement tous. Par contre, certains d'entre nous n'ont pas conscience d'à quel point ça permet de s'éloigner du quotidien, d'activer, d'éveiller le désir, de faire monter l'excitation, de faciliter le déclenchement orgastique. C'est vraiment le carburant principal au désir. J'utilise souvent cette image en consultation, qui n'est pas très romantique d'ailleurs, je vous l'accorde, mais je dis aux gens, voilà, c'est comme si vous avez acheté une belle voiture et puis vous oubliez de mettre l'essence et puis vous me dites, je ne comprends pas, elle ne démarre pas. L'imaginaire érotique, c'est vraiment le carburant principal. C'est ce qui va vous permettre dans la journée de rêvasser et d'activer et d'attiser un petit peu le désir ou voilà, de vous mettre en disponibilité en vous rappelant la dernière fois où vous avez fait un câlin, où c'était bien, ou éventuellement vous construire un scénario qui vous éloigne d'un quotidien ou de la routine. Non, mesdames, et là encore une fois, je pense beaucoup plus aux dames, c'est parce que c'est elles qui me le rapportent le plus souvent en consultation. Vous ne trompez pas votre conjoint parce que vous avez besoin de cet imaginaire érotique. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous autoriser à l'intégrer dans ce scénario érotique et lui faire dire et lui faire faire ce que vous souhaitez. Les messieurs semblent s'autoriser beaucoup plus facilement cet accès à la fantasmatique et on pas cette culpabilité, ou en tout cas, c'est peut-être une généralité, mais c'est basé sur mon quotidien clinique. Donc voilà, servez-vous de cet imaginaire, sublimez votre quotidien, c'est vraiment une ressource très, très intéressante. Diapo suivante. Privilégier la sensualité à la génitalité. Quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas sûr de pouvoir fonctionner pleinement sur le plan sexuel, n'hésitez pas à être plutôt sur des caresses sensuelles, sur des massages, des échanges aussi de paroles qui peuvent attiser le désir. Hein. Rappelez-vous que la sexualité ne se réduit pas qu'à l'acte de pénétration et qu'on peut avoir par moment besoin de passer par des préliminaires plus longs, plus sensuels pour pouvoir éveiller l'excitation sexuelle.
alors que parfois, par d'autres, on peut se permettre d'aller plus directement sur quelque chose de plus fougueux ou de plus génital. Diapo suivante. Et puis, il y a bien entendu toutes les solutions complémentaires, des gels lubrifiants qui peuvent faciliter la pénétration quand il y a de la sécheresse ou des douleurs. Il y a des huiles aussi naturelles pour application féminine qui peuvent venir activer un petit peu la zone génitale, clitoridienne ou vaginale. Bien entendu, toutes les aides médicamenteuses à l'érection qu'on a pour ces messieurs. On a aussi des aides médicamenteuses pour l'éjaculation rapide. Parfois, la nécessité d'aller chercher des antalgiques, hein, bien entendu, pour faire baisser la douleur et pouvoir accéder comme ça à nouveau à des moments d'intimité physique. L'hypnose est une technique extrêmement intéressante aussi, alors pour gérer la douleur, mais également pour pouvoir se reprojeter dans une situation érotique sans stress, sans crainte. On s'en sert beaucoup en consultation de sexologie. Diapo suivante. Voilà. Et puis, si vous devez retenir un élément fondamental de toute cette conférence, c'est d'oser en parler. Oser en parler de votre sexualité, de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaiteriez, de ce qui vous est difficile avec votre partenaire, éventuellement avec un membre de la famille, si vous êtes proche et que vous arrivez à vous faire des confidences. Vous seriez étonné, parfois l'autre vit des choses similaires et vous libérez la parole. Avec un ami ou une amie proche, avec le médecin traitant, les médecins généralistes, ça fait depuis 99 qu'ils nous ont sur le dos régulièrement, depuis la sortie, la fameuse petite pilule bleue, où on leur fait des formations continues en santé sexuelle, donc ils sont tout à fait en mesure de venir vous écouter et de vous orienter dans le bon sens, même si parfois eux peuvent être encore gênés pour vous en parler, vous l'aurez compris. Toujours par rapport à cette crainte d'être intrusif dans votre intimité. À un membre de l'équipe soignante, on fait beaucoup de formations maintenant aux rhumatologues. Les infirmières sont, je trouve, assez présentes et très ouvertes sur le sujet et disponibles en tout cas, ou en mesure de se rendre disponibles là-dessus. Bien entendu aux sexologues, on est là pour ça, c'est notre métier. On fait ça au quotidien, aux psychologues, éventuellement aux thérapeutes conjugales si votre couple est en difficulté, auprès des associations, avec les forums et puis toutes les équipes. L'AFS était présente d'ailleurs à la dernière plénière sur la santé sexuelle, voilà, qui viennent chercher des connaissances et qui peuvent aussi vous écouter et vous orienter. Voilà, vraiment sortez du silence, c'est le premier pas le plus difficile. Et puis dans ces moments de confinement, on est de plus en plus nombreux à travailler en téléconsultation avec Doctolib, principalement, je crois, pour le moment, et donc tout à fait en mesure de se rendre disponible pour vous accompagner et répondre à vos questions sans que vous ayez à vous déplacer, donc en toute sécurité pour vous. Voilà, diapositive suivante. Bien. Rappelez-vous, l'amour reste un antalgique et je remercie l'artiste qui est à l'origine de cette œuvre, Madame Anne Marek, qui a gentiment accepté que je me serve de cette œuvre artistique, de cette huile pour pouvoir animer ma conclusion. Merci à vous. Donc je rends la parole à Fabienne pour pouvoir répondre aux questions. Alors, une première question. Les traitements par biothérapie ont-ils une répercussion sur les hormones sexuelles comme une baisse de libido? Alors, au niveau des biothérapies, alors je suis pas médecin, hein, je suis psychosexologue, donc là c'est une question qui me sort
de mon expertise clinique. Peut-être le rhumatologue serait plus à même d'y répondre ou l'infirmière. Si éventuellement Karine Savel, qui est infirmière sexo en rhumato, est avec nous, elle peut peut-être nous apporter la réponse. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'impact direct sur la libido. Voilà, mais à confirmer. Ensuite, peut-il y avoir une augmentation des effets secondaires de la ménopause? Alors, je présume, la question est peut-être pas très claire. La ménopause en elle-même, en dehors de la maladie chronique, la ménopause en elle-même peut être à même de perturber la sexualité. Les changements hormonaux, les déficits et carences hormonales peuvent induire une perte de libido, peuvent aussi créer une sécheresse vaginale et donc des douleurs à la pénétration. Voilà. Ceci étant, là aussi, c'est au cas par cas. On se rend compte que des femmes qui sont dans une activité amoureuse, relationnelle, satisfaisante et où il y a beaucoup aussi de stimulants sexuels arrivent à avoir une sexualité très, très épanouie malgré les perturbations liées à la ménopause. Toujours dans le cadre des traitements par biothérapie, est-ce que ça a une accentuation du vieillissement tissulaire, Alors là, c'est une question qui est vraiment hors de mon expertise clinique et qui est à voir vraiment avec le rhumatologue, pas moi en tant que psychosexologue. Autre question, quels sont les bienfaits physiologiques de l'orgasme? Ah, les endorphines, l'état de bien-être qui en découle, le relâchement des tensions. C'est un petit peu, c'est les mêmes hormones qu'on retrouve quand on est dans le début d'une relation et qu'on est tout amoureux. Ça apporte les mêmes bienfaits. Bon, je n'ai pas d'autres questions à vous soumettre. D'accord, alors on était quand même sur des questions plus d'origine physiologique ou médicamenteuse. Oui, apparemment. Pas de témoignage, non. Non, 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 il n'y a plus de questions alors peut-être que les gens sont un petit peu surpris ou peut-être réservés ou n'osent pas, mais bon, c'est dommage, c'était l'occasion. Est-ce que vous qui êtes au sein même de l'association, est-ce que vous recevez des appels ou des patientes qui vous interpellent sur ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Au téléphone, non, franchement, on n'a pas spécialement ce genre de demande. Après, peut-être plus peut-être en délégation, mais même par message non plus, quoi. Les gens sont très réservés et très prudents sur la question parce que ça touche vraiment dans le domaine de l'intime. Donc, et bon, nous, on n'est pas des professionnels, donc ils savent que peut-être on pourra pas répondre. Il parle plus de la grossesse, en fait. C'est plus le problème de la grossesse. Alors, j'ai une autre question qui vient de tomber. Les bains froids ou les bains chauds peuvent-ils stimuler la libido? Je vois pas en quoi. Sauf si au niveau de l'imaginaire érotique de la personne à ce moment-là, le fait de prendre un bain froid ou un bain chaud est connoté érotiquement pour lui ou pour elle, mais non, pas forcément. Après, le fait d'être dans un bain chaud peut permettre de s'y détendre et de se relaxer, éventuellement de se déverrouiller quand on est en douleur là et qu'on a du mal à bouger le corps et donc peut-être de se mettre un peu plus en disponibilité pour la sexualité. Dans ce sens-là, oui. De façon indirecte, oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Eh bien, il n'y a plus de questions. En revanche, j'ai des remerciements à vous adresser pour cette super présentation claire et très positive et très intéressante. Alors, ce que moi je souhaite en tout cas, et vous l'aurez compris,
c'est que justement, les gens osent un peu plus aborder le sujet. Donc, que ce soit avec vous auprès de l'association, puisque maintenant, Fabienne, vous me disiez, on n'est pas forcément spécialisé sur la question, mais entre le fait d'avoir assisté à la plénière en santé sexuelle en octobre dernier et puis la conférence aujourd'hui, je pense que là, vous êtes toutes les deux à même de pouvoir commencer à apporter quelques réponses. Et des fois, ne serait-ce que juste écouter et réorienter vers le spécialiste adéquat. C'est déjà énorme. Pouvoir dire justement à quelqu'un, écoutez, je ne suis pas en mesure de vous répondre, je n'ai pas les connaissances pour, mais voilà, sachez que vous pouvez vous orienter vers telle ou telle personne qui sera, elle, en mesure de vous accompagner. Et ça, c'est vraiment déjà énorme sur le terrain. Alors, ben, j'ai d'autres questions finalement qui sont tombées. Alors, comment trouver un psychologue qui connaît la maladie? Alors, ben, je pense que par le biais des associations, vous devez travailler un peu en réseau, vous pouvez peut-être orienter les gens. Vous pouvez aussi demander à votre rhumato, qui lui aussi peut être amené à travailler en réseau et donc pouvoir soit en mesure de vous orienter vers un spécialiste sur la question. Après, pour répondre aussi de façon plus générale, en sexologie, vous avez le répertoire de l'AIUS, trouveunsexologue.com, qui vous permet aussi d'accéder à un sexologue sur votre région. Et du coup, un sexologue qui est diplômé et reconnu dans sa profession. Donc, ça peut être un biais aussi intéressant. Donc, une autre question, une personne qui témoigne que depuis qu'elle est sous anti-TNF, côté sexuel, cette personne trouve que c'est vraiment très limitant. Donc, est-ce que ces traitements diminuent ce côté-là? Alors, pas à ma connaissance, il y a un anti-inflammatoire que je ne peux pas nommer qui est susceptible de perturber, mais c'est a priori le seul pour le moment qui soit connu. Moi, ce que je suggère à cette personne à ce moment-là, c'est d'en parler directement au rhumatologue qui le suit et de demander si son médicament peut éventuellement expliquer les perturbations sexuelles ou s'il s'agit d'autre chose. Et le rhumato est tout à fait en mesure de pouvoir y répondre et de faire un peu un premier tri à ce niveau-là entre les causes organiques ou psychologiques. Ce serait vraiment dommage d'arrêter un traitement qui n'est pas à l'origine des perturbations sexuelles. Il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent perturber les réactions sexuelles. Donc, voilà, en premier lieu, en parler au rhumato. Alors, en cas de problème d'érection, que faut-il faire lorsque le désir est présent et que visiblement ça n'a pas l'air de fonctionner? Alors là aussi, faire le tri entre les causes organiques ou les causes psychologiques. Donc avec le médecin généraliste qui va regarder si vous avez effectivement un souci de santé ou si vous prenez un traitement médicamenteux qui pourrait expliquer les pannes d'érection. Ceci étant, il y a aussi deux questions toutes simples à poser qui peuvent vous permettre déjà de commencer vous-même à faire ce tri-là. Si vous avez des érections matinales ou nocturnes, c'est que la mécanique fonctionne bien. Si vous avez des érections tout seul par masturbation, c'est qu'il n'y a pas de difficulté non plus sur le plan organique et que donc les causes sont plutôt d'origine psychologique. Par contre, s'il n'y a plus du tout d'érection de qualité, ni le matin, ni la nuit, ni seul par masturbation, ni dans les préliminaires, ni lors de la pénétration, là, l'interrogation organique se pose davantage. Une internaute qui trouve qu'il n'est pas facile de pouvoir discuter de ce sujet avec les personnes qu'elles ont en face d'elles, que ça soit sûrement un rhumatologue ou autre. Donc, une petite consigne pour essayer d'aborder le sujet ou comment s'y prendre quand on arrive ou au milieu ou à la fin. Alors, évitez à la fin de l'entretien, parce que ce qu'on appelle, nous, le syndrome de la poignée de porte,
Les médecins nous disent, mais ils ont toujours le don, les patients, de nous en parler au moment où la consultation se termine et nous, on n'a pas le temps et c'est dommage. Abordez-le rapidement, dès le début de la consultation. Abordez-le simplement en disant, par exemple, voilà, docteur, j'ai des soucis sur le plan sexuel et je me demande si c'est lié à ma maladie, si c'est lié au traitement que je prends. Est-ce que vous pouvez me répondre et vous m'aider à y voir plus clair? Et le médecin va jouer son rôle, lui, en tant que rhumato ou médecin généraliste, va regarder à son niveau à lui s'il y a quelque chose sur le plan organique. Et si ce n'est pas le cas, il vous orientera en vous disant peut-être qu'il faudra en parler à un sexologue. Mais posez la question simplement. Et moi, la plupart des médecins que je rencontre en conférence me le disent. Je suis gênée de poser la question, je ne veux pas être intrusive dans la vie du patient, mais s'il me pose la question, moi, je lui réponds, il n'y a pas de souci. On revient sur le… Vous vous rappelez, au tout début de la conférence, j'ai parlé de santé sexuelle. On parle vraiment de santé sexuelle, on est dans la santé. Donc, ça appartient au corps médical également. Bon, cette fois-ci, je n'ai plus de questions, Muriel. Tout le monde Alors, a il y a été… Cédric, ouais, il y a Cédric qui souhaiterait prendre la parole en tant que représentant Spondyfollower des jeunes patients. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc c'est un petit message que j'ai à faire passer au niveau des jeunes, puisque il y a eu, grâce à un partenariat, une brochure numérique qui est sur le site internet, sur la vie au quotidien, sur la sexualité. Moi, j'ai eu beaucoup de jeunes au niveau des écoutes à l'époque, où c'était très compliqué, autant des jeunes femmes que des jeunes hommes. Je les invite vraiment, vraiment à regarder cette webconférence. Je vais faire en sorte de pouvoir la diffuser correctement parce qu'au niveau des jeunes, c'est très, très compliqué. Là-dessus, c'est très compliqué. Comme Muriel a pu dire, eh bien, il y a on s'en veut. On peut être amené à s'en vouloir parce qu'on peut pas, parce que voilà. Après, il y a le désir de grossesse aussi dans cette brochure. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet notre brochure, la brochure de l'AFS qui a été faite je répète, en partenariat avec un laboratoire sur le désir d'enfant, sur la sexualité. Et c'est très très important aussi, mais aussi sur les jeunes surtout, puisque moi je fais beaucoup là-dessus et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus à l'époque. Et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à la diffuser. Cette vidéo peut faire comprendre aussi, cette webconférence peut faire comprendre aussi aux jeunes et à leurs conjoints qui sont pas tout seuls en fait dans cette situation, que c'est compliqué, mais voilà, faut s'adapter, Voilà, ben écoutez, pour moi, voilà, c'était juste le petit message que je voulais passer, qui me touchait à cœur, puisque au niveau des jeunes, je lâcherai rien. C'est bien, Cédric. C'est bien, il faut qu'il y en ait qui aillent au oui, fond et c'est un âge où on construit sa sexualité. Et tout à donc, fait. on a de toute façon plein de questions, plein d'interrogations. On n'est pas sûr de soi et quand effectivement la maladie s'y greffe, ça complique davantage. Donc, c'est vraiment bien qu'il y ait des espaces où ça puisse être abordé et voilà, travailler en réseau comme ça tous ensemble pour que les informations passent. Oui, tout à fait. Surtout en plus quand on est la moyenne d'âge pour la spondylarthrite, c'est 28 ans. Il y en a qui ont 18 ans, j'en ai connu 16 ans, des parents qui m'ont appelé. Donc c'est effectivement, comme vous dites, la construction d'une vie, de plein de choses et voilà. Donc dans cette pathologie, il y a le déni, il y a pas mal de choses. Donc voilà, faire juste passer un message
aux conjoints, aux malades, qu'il faut s'adapter, il faut prendre du temps. Et oui, et communiquer comme vous pouvez dire, beaucoup de communication là-dessus. Et voilà. Moi, ça me tient vraiment, vraiment à cœur pour les jeunes et puis les adolescents. Et les parents de jeunes malades aussi qui m'ont beaucoup posé de questions là-dessus, sur le fait de comment va faire mon enfant, comment ça va se passer, enfin voilà. Donc c'était très, très important que je passe ce message. Voilà. Je vous remercie. Et Merci. je vous souhaite une bonne soirée. Et l'équipe Spondy Followers de l'AFS, voilà, je suis à votre disposition sur le site internet et je lâcherai rien. Voilà. Merci Merci Cédric. beaucoup. Merci, au revoir. Muriel, merci beaucoup pour cet exposé qui va, je pense, avoir apporté de la connaissance aux personnes atteintes de spondyloarthrite. Merci encore d'avoir pris ce temps pour l'association et pour les malades. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence et surtout, restons chez nous. C'est comme ça qu'on se protégera le mieux. Bonne fin de journée, bonne soirée. Merci, au revoir à tout le monde. tous. Au revoir.